Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au journal. Bientôt, un registre spécifique pour l'immatriculation des sociétés civiles, des professions et des métiers. Le Conseil des ministres réuni ce mercredi a adopté un projet de loi en la matière. Le Conseil supérieur de la communication appelle à la retenue et au respect des idées dans le débat national qui se mène actuellement pour que l'injure et la diffamation ne gagnent pas du terrain. Le médiateur du Faso multiplie les rencontres pour présenter le rapport de l'institution. Après l'Assemblée nationale hier, Halima Traoré était ce matin au Conseil constitutionnel. Ainsi donc, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui, comme tous les mercredis, et a examiné de nombreux dossiers. Il s'agit notamment du projet de loi portant création, organisation et fonctionnement du registre spécifique pour l'immatriculation des sociétés civiles, des professions et des métiers. Le Conseil a également été informé de la tenue à Ouagadougou du 3e Forum Africalia et de l'extension du périmètre d'exploitation de la société minière de Semafo. Reportage Salinana. Un registre pour l'immatriculation des sociétés civiles, des professions et des métiers. Le Conseil des ministres de ce mercredi 19 février a examiné un avant-projet de loi portant création de ce registre qui répond aux exigences des professions libérales. Ce registre va venir combler un vide juridique en ce sens que ces agents économiques que sont ces professions libérales comme les médecins, les avocats, les architectes qui en fait étaient obligés de s'inscrire sur le registre des commerces et du crédit immobilier RCCM, en fait vient, n'est-ce pas, sortir ces personnes-là de ces contraintes et les mettre sur un autre registre qui est un registre spécifique qui correspond nettement mieux à leurs attentes. Cela permet à ces agents qui ne sont pas des commerçants en réalité d'avoir leur spécificité et de jouer pleinement leur rôle. Un projet de décret portant extension du périmètre de la société Semafo à Mana a été présenté au Conseil par le ministre des Mines et de l'Énergie. Ce projet, qui consiste à augmenter la production aurifère de la société minière, nécessite un investissement de 20 milliards de francs CFA et va créer environ 140 emplois. La production attendue sur 8 ans est de l'ordre de 31 tonnes, soit 1 million d'onces. Et les recettes fiscales attendues de façon directe s'élèveront à 96 milliards de francs CFA. Dans un contexte de morosité où le coût de l'or a chuté depuis pratiquement 2 ans, je pense que c'est un bon projet pour nous. Et cela va permettre aussi d'augmenter la durée de vie de la mine de Semafo. Je pense que c'est une bonne chose et nous encourageons tous les autres promoteurs à venir investir dans notre pays parce que nous voulons non seulement de la création d'emplois, mais aussi des recettes fiscales afin donc d'augmenter les recettes de l'État. Au regard de la forte implication du secteur privé dans l'importation des œufs, le ministère des Ressources animales et halieutiques est à la recherche de solutions pour encourager en interne la production et assurer une meilleure productivité en matière d'aviculture moderne. Après analyse du dossier, le Conseil a instruit le premier responsable du département à poursuivre les réflexions pour un certain nombre de dispositions. Il s'agit premièrement de finaliser, si vous voulez, la faisabilité d'un couvoir, c'est-à-dire une infrastructure pour produire nous-mêmes ici les poussins d'un jour afin qu'on puisse accroître bien sûr non seulement la production des œufs mais aussi la production des poulets de chair dans notre pays. Une étude de faisabilité existe déjà. Nous allons simplement reprendre, si vous voulez, ce dossier de façon spécifique et le représenter au Conseil pour adoption. La deuxième disposition majeure concerne la poursuite, si vous voulez, de ce programme national que d'aucuns appellent 10 poules 1 coq en faveur des jeunes et des femmes. Là également, nous prévoyons une évaluation nationale afin que la deuxième phase puisse être, si vous voulez, entreprise. Ouagadougou va accueillir le 26 février prochain plus de 500 personnes et 400 entreprises pour la 3e édition du Forum Africalia. La tenue de ce rendez-vous d'affaires a fait l'objet d'échanges au Conseil et des dispositions seront prises pour permettre aux Burkinabés de saisir cette occasion pour nouer des vraies relations d'affaires. Il faut des bons projets qui puissent être présentés à d'autres partenaires lors des B2B. Il y aura plusieurs types d'espaces de rencontre.
il y a des rencontres d'affaires, il y aura des villages experts, ainsi de suite. Donc ils seront accompagnés par notamment, nous avons mis des équipes en place pour coacher un peu ces opérateurs économiques qui voudront approcher leurs partenaires qui vont arriver. Et déjà, il y a un logiciel qui gère les rendez-vous. Donc déjà, il y a à peu près une dizaine à 15 rendez-vous par opérateur économique. Donc disons qu'aujourd'hui, nous sommes fin prêts et nous attendons vraiment toutes ces personnes et nous souhaitons que ça puisse être un forum vraiment qui monte en puissance et que nous puissions même autonomiser à terme, que ce ne soit pas une activité seulement au sein de la Chambre, mais que ça puisse être s'installer comme une activité pérenne au niveau du Burkina. L'ambassadeur de France au Burkina et le président de l'Assemblée nationale ont eu ce matin un entretien autour de la coopération interparlementaire et sur la situation nationale au Burkina. C'était à l'occasion de l'audience que le président de l'Assemblée nationale, Sungalo Apollinaire Ouattara, a accordé aux diplomates français. Gilles Thibault à sa sortie d'audience au micro de Sylvain Vebamba. Vous savez que l'Assemblée burkinabé est très liée avec les chambres françaises. Il y a actuellement le directeur de cabinet et le directeur du protocole de l'Assemblée qui sont reçus à l'Assemblée nationale. Donc on a parlé de cela. Une des députées, Madame Salissa Oulio-Koumaré, va faire une formation d'une semaine dans le cadre du programme des personnalités d'avenir. Donc on a échangé également avec le président sur ce thème. Puis on a évoqué des sujets d'actualité et on a évoqué aussi quelque peu la situation intérieure burkinabé. Hier, le président de l'Assemblée nationale avait accordé 2 entretiens, l'un à une délégation d'assureurs africains et l'autre à une délégation du médiateur du Faso. Le médiateur du Faso a présenté au président de l'Assemblée nationale le rapport 2012 de son institution. Précision, Sylvain Vebamba. Première à être reçue, la délégation du médiateur du Faso. Pour la première fois, Alima Deborah Traoré est venue faire au président de l'Assemblée nationale la synthèse du rapport 2012 de son institution, ainsi que le prescrit désormais la Constitution. Nous sommes inscrits dans la loi fondamentale et c'est fort de cela que nous avons eu notre loi organique qui a été adoptée par l'ensemble des députés, toutes tendances confondues. C'est important pour nous parce que cela montre la crédibilité de l'institution, cela montre, je dirais, la confiance que les citoyens et les autorités aussi ont à l'égard du médiateur du Faso. Quant à la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine FANAF, réunie à Ouagadougou pour son 38e congrès ordinaire, une délégation conduite par son président est venue rendre une visite de courtoisie au président Sungalo Apollinaire Ouattara et partager avec lui certaines de ses préoccupations. Nous essayons de réfléchir à comment développer l'assurance dans nos pays, comment atteindre et améliorer le taux de pénétration qui est très très faible. Et on indiquait à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale qu'il est de 1% et que le Burkinabé payait moins de 3 000 francs d'assurance par an. Si on consacrait un peu plus à l'assurance, tout le monde serait gagnant parce qu'on récolterait plus d'argent et nous on financerait davantage nos économies. La délégation de la FANAF était constituée des membres du bureau et du comité d'organisation de la 38e Assemblée générale. Le médiateur du Faso a poursuivi aujourd'hui la série d'entretiens avec les présidents d'institutions. Ainsi, Alima Deborah Traoré a remis ce matin le rapport de son institution au président du Conseil constitutionnel, D. Albert Milego. Cette rencontre a aussi servi de cas d'échange entre les 2 responsables d'institutions et leurs collaborateurs. Précision, Karim Patrick Namouano. Le médiateur du Faso, Alima Deborah Traoré, remet le rapport 2012 de son institution au président du Conseil constitutionnel, D. Albert Milego, et ce en présence de leurs collaborateurs respectifs. Ensuite, elle explique que son institution a recensé 786 dossiers en 2012. Sur 159 recommandations formulées à l'adresse de l'administration publique, 124 ont connu une issue favorable et 310 dossiers sont en attente de traitement. Ce sont des avis et des suggestions que le Conseil
peut nous donner autour de nos activités. Et je crois que cela ne peut qu'enrichir notre travail et surtout aller dans le sens de défendre les droits des citoyens. Nous sommes des structures de l'État et par conséquent nous avons l'obligation de travailler la main dans la main afin que les structures puissent résoudre correctement et le plus rapidement possible les dossiers qui leur sont soumis. Ce déplacement du médiateur du Faso fait suite à ceux effectués chez le président du Faso, le chef du gouvernement et le président de l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel est chargé de veiller au respect de la Constitution burkinabé et surtout au respect de la procédure de révision de la Constitution. Et au regard de l'actualité politique nationale qui s'anime autour d'une révision au nom de l'article 37, le président du Conseil, D. Albert Milogo, s'exprime au micro de Karim Patrick Namouano. Nous sommes une institution qui statue sur des faits, c'est-à-dire sur des actes. Nous ne statuons jamais sur des intentions. Si on dit que l'article 37 va être révisé, pour nous, ce n'est pas encore un acte posé. Et c'est au moment où il y aura un acte posé que le Conseil constitutionnel pourrait éventuellement intervenir et puis dire quelle est la conduite à tenir conformément aux dispositions de notre Constitution. Le Conseil supérieur de la communication, CSC, invite tous les citoyens et les médias à une certaine retenue dans le débat national qui se mène actuellement. Le CSC invite tout un chacun à dépassionner les débats sur la situation nationale. Cet appel intervient après le constat fait par le CSC que l'intolérance et la diffamation gagnent chaque jour du terrain dans les émissions interactives et les forums des internautes. Zalissa Sanfo, reportage. L'actualité politique au Burkina Faso déchaîne les passions des journalistes. Des passions qui parfois, selon l'institution régulatrice de l'information au Burkina, prennent le pas sur les règles d'éthique et de déontologie. Et Béatrice Damimba en appelle à plus de professionnalisme. Et parlant de professionnalisme, la présidente du Conseil supérieur de la communication a dit toute son indignation par rapport au contenu du hors-série numéro 5 du 28 janvier d'un journal ivoirien dénommé L'Agora. Dans ce hors-série que le journal consacre à la situation politique que connaît le Burkina Faso, on peut lire des titres comme Guinée, Syrie, Centrafrique et j'en passe. Ces exemples de pré-génocide que les opposants burkinabés veulent reconduire au Faso. Des propos que le CSC qualifie d'injurieux et qui pourraient constituer un terrain favorable à des actes d'extrémisme préjudiciables à la cohésion nationale. Personnellement et en tant que professionnel de la communication, je suis choqué par le ton de ce journal, par la violence des propos de ce journal, qui ne sont pas, auxquels en tout cas les médias burkinabés ne nous ont pas habitués et j'espère qu'ils ne le feront pas non plus. Nous souhaitons que ce genre de choses ne se reproduisent pas parce qu'effectivement le contenu de ce journal-là peut poser problème dans le contexte actuel du Burkina Faso où il y a quand même quelques inquiétudes. On ne souhaiterait pas que par les médias le feu puisse s'allumer. L'institution de régulation, conformément à sa mission de veiller à ce que les débats dans les médias se déroulent dans une ambiance sereine, appelle à la responsabilité sociale de tous les journalistes. Tous les hommes de médias sont invités à faire de leurs micros, plumes et caméras des armes au service de la paix. Plus que 3 jours pour la fin de la campagne électorale des municipales partielles de dimanche prochain à Dandé, commune rurale du Houé, le Faso autrement est parti à la conquête de l'électorat. Ablassé Ouedraogo a appelé militants et sympathisants à se mobiliser pour assurer au parti la victoire le 23 février prochain. Reportage Karim Sissé. Le parti Le Faso autrement a sonné la mobilisation à Dandé, localité située à une soixantaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Le président du parti, Ablassé Ouedraogo, et sa délégation ont rallié cette partie des Hauts-Bassins pour conquérir l'électorat. Un meeting qui a pour objectif de galvaniser les troupes à voter massivement le 23 février prochain. Le message que nous sommes venus transmettre à la population, c'est celui d'être courageux et de travailler pour le changement. Le changement veut dire quoi? Il faut changer la mentalité, il faut changer la façon de faire.
Il faut tout réorganiser. Et pour permettre aux militants de reconnaître le parti le jour des votes, le logo leur a été présenté. Le président Ablasse Ouedraogo, pour sa part, promet de s'attaquer aux problèmes urgents des populations une fois aux commandes de la mairie de Dandé. Nous avons vu, pour aller à Koreba, à partir de la voie de Bama, c'est tout un calvaire. On nous a signalé qu'il y avait des problèmes au niveau des CSPS. Tout le monde doit comprendre qu'au Burkina Faso, la seule et unique richesse que notre pays possède, ce sont les hommes et ce sont les femmes, les ressources humaines. Pour que les ressources humaines apportent de la plus-value, il leur faut de l'éducation, de la formation, il leur faut de la santé. C'est ce que nous proposons d'apporter ici à Dandé avec un prime, une réorganisation du foncier, c'est-à-dire regarder comment les parcelles sont distribuées dans cette commune rurale. Le président du parti Le Faso Autrement a également invité ses camarades à la cohésion et à se départir de tout comportement incivique, des valeurs qui selon lui permettraient à son parti de rafler la majorité des 20 sièges de conseillers à pourvoir. Rendons-nous maintenant dans le Gourmand où les électeurs de la commune rurale de Yamba reprendront le chemin des urnes dimanche à l'occasion des municipales partielles. L'Union pour le progrès et le changement UPC est en liste dans cette commune et sa campagne a été marquée par un meeting qui s'est tenu dimanche dernier. Précision Bintou Nao. Détenir les clés de la mairie de la commune rurale de Yamba au soir du 23 février, telle est l'ambition qu'affiche l'UPC. Conviés ici, militants et sympathisants sont venus écouter le message du Parti du Lion. À l'endroit de mes électeurs, ce que j'ai lancé comme message, c'est simple. Le 23 février, je leur demande de sortir, d'aller faire leur choix en toute responsabilité, sans peur, sans pression aucune. Parce que c'est à eux le pouvoir, c'est eux qui confient leur pouvoir à qui ils veulent. Outre les meetings, l'UPC compte mettre en place d'autres stratégies pour convaincre l'électorat de la commune de Yamba. Les méthodes sont multiples. Ça commence par les meetings, le porte-à-porte, la sensibilisation par petits groupes, parce qu'un électeur bien formé politiquement est un électeur responsable, qui fait son bon choix, parce qu'il sait de quoi il s'agit lorsqu'on dit de désigner ceux qui vont présider à votre destinée. Pour la mairie de Yamba, 4 partis sont en lice. Il s'agit du CDP, de l'UPC, de l'UNIR PS et de l'ADF-RDA. Le mouvement du peuple pour le progrès MPP continue de tisser sa toile à travers le pays. Une délégation du parti, conduite par son secrétaire chargé de la santé et des questions de population, Bendi Oba, a rencontré les militants et sympathisants du MPP du Gourmand à Fada. Elle a saisi l'occasion pour expliquer aux militants les raisons de la création du parti. Reportage Mamadouba. Le mouvement du peuple pour le progrès MPP à la rencontre de ses militants et sympathisants à Fadan Gourmand. Bendi Oba et ses camarades ne manquent pas d'arguments pour leur expliquer les raisons du divorce d'avec le parti au pouvoir avant d'inviter les militants à les soutenir dans cette nouvelle aventure pour l'avènement d'une société plus solidaire et prospère. Il était très important que nous nous déplacions en tant que membres du bureau politique pour informer la population, futurs électeurs du parti, pour que ces populations-là soient avisées des changements certains et sûrs qui se préparent à l'horizon, qui se profilent à l'horizon. Aujourd'hui, il faut un nouvel espace. Mais ce nouvel espace-là ne doit pas se construire pour le bien d'une seule personne. C'est un espace démocratique pour renforcer la lutte démocratique, pour renforcer l'état de droit. Et c'est une lutte, c'est une dynamique, c'est un mouvement. Un mouvement, il n'a pas de fin. Visiblement acquis à la cause du mouvement du peuple pour le progrès et par la voix de leurs représentants, les femmes, les vieux, les jeunes, bref, les différentes couches sociales de la cité de Yandabili ont marqué leur adhésion totale à ce nouveau parti en qui ils fondent désormais leur espoir pour une alternance démocratique en 2015. Vu la mobilisation de ce soir, nous n'avons pas d'inquiétude que nos préoccupations, les préoccupations démocratiques, la lutte démocratique que le MPP est en train de mener est désormais une lutte partagée par le Burkina et en particulier par la population de Goulmou.
La délégation du Mouvement du Peuple pour le Progrès a invité ses militants à se mobiliser pour la réussite de son premier congrès, prévu pour se tenir en mars prochain. Le bureau provincial du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP de la COSI et les sous-sections du parti ont été installés samedi dernier à Nouna. Les nouveaux responsables ont pris l'engagement de travailler à maintenir la paix et la cohésion au sein du parti et surtout à mobiliser tous les militants du CDP autour des mêmes idéaux. Amadou Lougué, reportage. Une installation de bureau à l'allure d'un meeting politique à Nouna dans la COSI. Arrivé en grande pompe des premiers responsables provinciaux du Congrès pour la démocratie et le progrès section COSI. Et puis ce Djandjoba animé par l'artiste Issouf Kienou. C'est dans cette ambiance que la ville de Nouna a accueilli les militants et militantes du CDP. Devant leurs camarades, les membres de la délégation du parti majoritaire venus de Ouagadougou ont tour à tour pris la parole. La paix et l'unité au sein du CDP, la démission dans le rang de leur parti ont constitué l'essentiel du message contenu dans les discours. Le message qu'on leur a passé, c'est d'abord un message de paix, de cohésion et surtout leur demander de rester solidaires pour renforcer le CDP encore. La mobilisation était au point. C'est pour vous dire que dans la COSI ici, nous n'avons pas enregistré de démissions et nous n'enregistrerons pas de démissions. La section CDP de la COSI a ensuite procédé à l'installation du nouveau bureau provincial du parti. Composé de 20 membres, leur mission est claire. Travailler à consolider les idéaux du parti dans cette partie de Burkina Faso. Nous avons choisi des gens qui pour nous sont des gens loyaux. Je pense que c'est ça qui est important. Et le conseil que je lui donne, c'est de travailler à convaincre par les faits plutôt que par les discours et de rassembler. Les membres des bureaux des sous-sections du CDP de la province de la COSI ont été également installés dans leurs fonctions respectives. Chaque bureau est composé de 13 membres. Les députés de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains de l'Assemblée nationale ont entamé cette semaine une tournée dans les différentes juridictions et les services auxiliaires de justice. Une occasion pour s'informer des conditions de travail du personnel et de prendre la mesure des difficultés rencontrées. Reportage Ibrahim Guigma. Première étape de la mission parlementaire, le cabinet du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Dramane Yamouego, entouré de ses plus proches collaborateurs, se prête aux préoccupations des députés qui veulent en savoir davantage sur l'accessibilité de la justice, son indépendance, sa crédibilité, la corruption qui la gangrène, les cas d'absence d'exécution des décisions de justice, la criminalité et les mouvements d'humeur de certains corps de métier de la justice. Le bilan est tout à fait positif parce que chacun a dit quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent. Parce que notre rôle à nous, c'est de voir comment est l'application des textes et quelles sont les difficultés. Nous avons aussi écouté les orientations des honorables députés pour améliorer la gouvernance au niveau donc, de notre département pour que, à terme, très rapidement, nous puissions avoir une justice qui joue véritablement son rôle. Puis, direction la salle d'audience commune à la Cour de cassation et au Conseil d'État. C'est la deuxième étape de la mission. Les uns après les autres, les personnels de ces deux instances se succèdent et se confient aux députés sur leurs conditions de travail et le fonctionnement de leur institution. Ils partagent, à quelques exceptions près, les mêmes misères, selon leur propre expression, que leurs collègues de la Cour d'appel de Ouagadougou et ses différents tribunaux. Manque de locaux, manque de personnel, manque de matériel de travail de base, bref, on manque presque de tout, jusqu'au téléphone fixe. Beaucoup d'enquêtes, beaucoup de procédures ne vont pas à leur terme ou vont difficilement à leur terme du fait du manque de moyens. Il est courant de voir au quotidien des justiciables en difficulté qui appellent la police, qui n'a pas de carburant, qui n'a pas de véhicule pour aller à leur secours. C'est des faits que nous vivons et qui nous désolent dans les tribunaux. La suite des événements va donner raison à ces praticiens du droit. Les députés eux-mêmes vont assister le temps de cette audience à un délestage qui plonge la salle dans le noir et la chaleur une bonne trentaine de minutes.
Une simple coupure de courant donc, comme ça arrive si souvent, suffit pour paralyser, sinon tout arrêter au palais de justice de Ouagadougou, censé être le plus grand et le plus important du pays. L'association des municipalités du Burkina, section du Nord, organise depuis hier la journée de communes Titao dans le Loroum. Cette rencontre permet aux maires de la région du Nord d'harmoniser les approches du développement et réussir à mettre en œuvre des projets capables de contribuer au décollage de leur collectivité. Dramanso. La réalisation d'infrastructures socio-économiques, l'approvisionnement des populations en eau potable et la mobilisation des ressources sont autant de défis auxquels font face les communes dans la région du Nord. C'est pour mieux outiller les conseils municipaux que la section nord de l'Association des municipalités du Burkina AMBF a initié ces journées des communes à Titao. L'acte majeur de cette célébration est la conférence sur le thème « Le maire et le développement local ». Nous ne pouvons que les accompagner à partir du moment où la décentralisation même a pour finalité de mutualiser tout ce que nous avons comme ressources humaines, ressources financières et même les idées. C'est déjà que dans l'opinion régionale, les gens sachent qu'il y a une structure qui est organisée, qui a l'ambition de contribuer dans la mesure de ses possibilités au développement de la région. Des techniciens sur les questions de la décentralisation ont fait des exposés sur les stratégies de communication et la bonne gouvernance. Les 31 maires des communes de la région du Nord ont également échangé leur expérience sur les bonnes pratiques en matière de développement local. J'attends donc à l'issue de ces différents entretiens un renforcement dans la compréhension de différentes mesures. Nous avons un problème de l'eau et la reforestation. Chacun va faire cas de ses priorités et ensemble nous allons trouver des solutions. Les autorités administratives, la société civile et les opérateurs économiques ont quant à eux manifesté leur adhésion à cette initiative de l'AMBF. L'AMBF régional est la manifestation concrète de ce type de maillon qui manquait à l'AMBF. Ça, c'est à saluer comme avènement. Maintenant, mon souhait est qu'on ne s'arrête pas au niveau de l'institutionnel. Les maires de l'AMBF du Nord ont mis à profit leur séjour dans la cité du Fakocher pour visiter la radio communale, le centre d'état civil et le mausolée Naba Sougri de Titao. Les résultats d'un projet mis en œuvre en Afrique de l'Ouest et qui concerne les arbres des parcs agroforestiers sont examinés par une rencontre ouverte à Ouagadougou. Une vingtaine de communications sont inscrites au programme pour faire le bilan du projet et trouver les voies et moyens de valoriser ces résultats au profit des producteurs et des services techniques. Les précisions d'Ernest Kambiré. Système de production le plus répandu en Afrique de l'Ouest, le parc agroforestier constitue une zone par excellence de conservation de nombreuses espèces ligneuses utilitaires. Malheureusement, ces parcs agroforestiers subissent des dégradations de tout genre dues aux effets des changements climatiques, à la pression humaine et animale aggravée par endroits par les mauvaises pratiques agricoles. Comment exploiter les arbres de ces parcs agroforestiers pour en faire des moyens de subsistance dans un contexte de changement climatique? Le projet TAG 1225 a tenté pendant 3 ans d'aborder la question dans une démarche participative. À Ouagadougou, les acteurs partagent ici les résultats obtenus sur la gestion durable et multifonctionnelle des parcs agroforestiers au Sahel. Il est question de la régénération naturelle assistée, c'est-à-dire que de plus en plus, dans les parcelles de production, du fait qu'il n'y a plus de jachères, les arbustes, il faut amener les arbustes à se développer pour prendre corps et devenir des arbres pour occuper l'espace culturel, même s'il faut laisser la place aux cultures. Donc les paysans, les producteurs ont pris l'habitude en tout cas de conserver ces arbustes et de les élever pour qu'ils deviennent des grands arbres, mais également les fruits des arbres qui existaient dans l'espace agroforestier, plus les arbustes en devenir, ces fruits-là seront utilisés, récoltés, vendus pour permettre d'avoir des revenus substantiels pour les populations rurales. 20 communications seront faites au cours des échanges sur le renforcement des capacités, la valeur socio-économique des arbres du parc agroforestier, le rôle
des arbres et des arbustes dans la gestion de la fertilité des sols et la restauration des terres dégradées. Mais avant, les acteurs tenteront de valoriser les résultats obtenus au profit des producteurs et des services techniques des pays de mise en œuvre du projet. Des experts des 6 pays membres du bassin de la Volta se sont retrouvés à Ouagadougou pour réfléchir autour de la filière pêche. Il s'agit de répondre à l'interrogation comment rentabiliser au maximum les produits de la pêche pratiqués dans les eaux de la Volta. Une réponse adaptable devrait contribuer à une meilleure identification des points de blocage. Les précisions de Maxime Zongo. Avec une production de poissons estimée à 20 000 tonnes, le bassin de la Volta occupe une place de choix dans la production halieutique. Le problème, la rentabilisation du produit après capture, afin de contribuer à minimiser les contraintes et apporter de la plus-value à cette filière. Les experts des 6 pays membres du bassin de la Volta, que sont le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Togo, se sont donné rendez-vous à Ouagadougou pour réfléchir sur la problématique. Cette question, surtout de pertes que nous connaissons, après la capture des poissons, dans le transport, dans le traitement et tout ce que nous avons également comme difficulté de commercialisation, que nous puissions mettre ces questions sur la table et voir comment mettre ensemble nos efforts entre les pays pour faciliter non seulement les échanges, mais surtout assurer la qualité du produit. L'état du réseau routier, les infrastructures de conservation, les tracasseries policières et douanières, autant d'aspects qui seront passés en revue par les experts. À leur côté, la FAO qui fait de l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire son cheval de bataille. Le poisson est un produit très périssable et pour diminuer les pertes, plusieurs actions sont à organiser et ce, si possible au niveau régional, pour être plus efficace. L'atelier de Ouagadougou, qui est une étape dans l'évaluation des pertes post-capture du poisson, permettra une meilleure identification des points de blocage. L'ambition, donner l'occasion à ces millions de personnes qui vivent de la pêche de retrouver leur équilibre financier et partant, faire de la filière un important levier de développement. La représentante résidente du Programme alimentaire mondial PAM en fin de mission au Burkina a été faite chevalier de l'Ordre national pour sa contribution à la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition au Burkina. Angéline Roudakoubana quitte notre pays pour assumer de nouvelles fonctions en Afghanistan. Précision Jacques Lamissa Tarpala. En 3 ans de service au Burkina Faso pour le compte du Programme alimentaire mondial, Angéline Roudakoubana a contribué à résoudre de nombreuses questions liées à l'alimentation et à la nutrition. Ce qui lui vaut cette reconnaissance de la nation burkinabé alors qu'elle est en fin de mission, une médaille de chevalier de l'Ordre national. Nous avons vu sur le terrain une dame engagée, une dame qui croit en la possibilité d'éradiquer la faim de notre pays, mais aussi au niveau du monde entier. Il y a eu beaucoup d'actions en faveur des personnes vulnérables, notamment les personnes vivant avec le VIH-Sida. Il y a eu des actions pour lutter contre la malnutrition infantile. Il y a eu également des actions de soutien aux réfugiés qui sont venus en masse suite à la crise au niveau du Mali. Et depuis qu'elle est là, il y a eu pas mal d'avancées dans la collaboration institutionnelle. Nous avons pu apprécier vraiment son ouverture, son leadership qui a fait qu'il était aisé d'entretenir la collaboration avec son institution, le PAM. Cette année encore, l'agence entend poursuivre ses actions contre la faim au Burkina et la directrice représentante au moment de partir exprime un sentiment du devoir accompli. Je suis vraiment touchée. C'est un pays des hommes intègres, vraiment. C'est un pays des hommes intègres. Je vois mes collègues, il y a toujours la gentillesse, il y a toujours la patience. Et ça, vraiment, c'est l'un des outils qui nous a accompagnés de collaborer avec les gouverneurs dans les régions et les communautés entières. Angéline Roudakoubana quitte ainsi le Burkina Faso pour l'Afghanistan où elle est appelée à d'autres fonctions.
Lancement jeudi dernier du projet de recherche sur la conception d'un processus d'évaluation de la performance du système de santé du district. La recherche sera menée dans 2 régions sanitaires, les Hauts-Bassins et le Nord, et concernera 5 districts sanitaires. Au bout du compte, elle devrait permettre de voir les variations de performance entre les différents districts sanitaires concernés. Reportage Claudine Bikaba. Renforcer la performance du système de santé au Burkina, c'est dans ce cadre que s'inscrit le lancement du projet de recherche dont le titre est « Conception d'un processus d'évaluation de la performance du système de santé des districts ». C'est une initiative du Centre de recherche en développement international CRDI en partenariat avec l'Organisation ouest-africaine de la santé OOAS. C'est une recherche, comme on l'a dit, qui va se mener sur 3 ans. Dans 2 régions sanitaires, la région des Hauts-Bassins et la région du Nord. Et cette recherche va concerner 5 districts dans chacune de ces 2 régions. Et elle va impliquer tous les acteurs du système de santé. Et nous aurons 3 grandes composantes. On va concevoir un cadre d'évaluation de la performance. On va tester le cadre. Et ensuite, on va assurer une analyse des facteurs qui vont expliquer les variations de performance entre districts sanitaires. Au-delà de promouvoir la production des résultats de la recherche, notre ambition est de faire en sorte que ces résultats contribuent véritablement de manière significative à améliorer la qualité de la prise de décision au sein du département de la santé. Sur 50 propositions de projets de recherche, 7 ont été présélectionnées et 4 ont été retenues, dont celui du CERSAP, Société d'études de recherche en santé publique. La CERSAP a présenté son projet aux participants venus pour la cause. Elle entend, à travers cet outil, contribuer à une meilleure connaissance des techniques de mesure des performances d'un système de santé, mais aussi identifier les facteurs pouvant expliquer les variations de performance entre districts sanitaires. Les malades ont aussi leur journée mondiale, même si sa célébration ne contribue pas forcément à les guérir. Elle est célébrée par l'Église universelle chaque année. Ainsi, la coordination des associations d'inspiration camélienne a organisé une semaine de solidarité avec les malades. Reportage Nathalie Savadogo. Ces malades reçoivent des cadeaux composés de savon, des jus, des biscuits. L'œuvre est de la coordination des associations d'inspiration camélienne. Par cet acte, les membres de la coordination veulent manifester leur solidarité envers les malades à l'occasion de la Journée mondiale du malade. Ce qui est de plus important, ce n'est pas le don en soi, mais c'est l'esprit dans lequel ce don est fait. Donc en leur donnant ce cadeau-là, c'est pour leur signifier qu'on aurait voulu leur donner plus, particulièrement la santé. Et ce petit cadeau est la manifestation de notre compassion, de notre soutien moral et spirituel et aussi de notre désir de les voir se relever. C'est bien, très très bien. Oui, c'est très bien. C'est bien pour eux. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Cette journée mondiale des malades qui a été définie par le pape Jean-Paul II en 1992 est à sa 22e édition. À Ouagadougou, la célébration a commencé depuis le 9 février et se poursuit jusqu'au 18 février 2014. À l'occasion, la coordination a pu faire le tour des grands centres de santé pour témoigner de sa compassion et de sa solidarité. Pour la circonstance, une messe a été dite. Ainsi se referme votre journal. Dans quelques instants, nous vous retrouverons pour le compte rendu du Conseil des ministres. À tout à l'heure donc. Excellente soirée à tous et à toutes.